Que se passe-t-il lorsque vous prenez les meilleures lunettes de vision nocturne du monde dans la pièce la plus sombre du monde? Vous commencez à vous sentir un peu étrange et parfois à avoir un peu de vertige. Pouvez-vous faire la différence entre vos yeux fermés et ouverts? Il fera trop sombre, vous ne devriez pas pouvoir. Il y a très peu de lumière ici, presque aucun photon dans le spectre visible. Dans le visible, c'est exact. Oh, je suis prêt. Noir complet. C'est pas vrai. C'est dingue. Ce sont les PVS-31A. C'est incroyable. L'un des meilleurs dispositifs de vision nocturne au monde, transformant la nuit en jour. Nous avons testé les appareils dans diverses conditions d'obscurité à la base navale de Crane, en Indiana. Maintenant, les choses vont devenir sérieuses. Je découvre pour la première fois les lunettes de vision nocturne. Je vais baisser la lumière. Oh waouh, oh mon Dieu. Pour faire une vidéo sur les lunettes de vision nocturne, nous devons filmer dans l'obscurité totale. Ce qui est vraiment difficile parce que les caméras fonctionnent en concentrant des photons de lumière sur un capteur. Et là, les photons arrachent des électrons, générant une charge qui est convertie en tension, puis numérisée en 1 et 0 pour chaque pixel. Il y a un réglage que nous avons utilisé, qui s'appelle l'ISO, qui augmente essentiellement cette tension pour rendre toute l'image plus lumineuse. Pour référence, voici à quoi ressemble une scène éclairée uniquement par une seule bougie avec une sensibilité ISO élevée de 6400. Maintenant, en écran partagé, laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble avec une sensibilité ISO de 64000. Désormais, les ombres révèlent bien plus de détails. C'est assez similaire au niveau de détail que l'œil humain peut percevoir dans des situations de faible luminosité. Et maintenant, voici à quoi cela ressemble avec l'ISO maximum de notre caméra, soit 400-9600. Toutes les scènes sombres de cette vidéo ont été filmées avec cette sensibilité ISO maximale. Mais regardez à quel point c'est sombre comparé à une simple bougie. C'est parce que la base navale était située au milieu de nulle part et que nous avons éteint tous les lampadaires. D'accord. En plus, nous avons planifié le tournage spécifiquement pour une nuit sans lune. Dans ces conditions, je vais essayer de conduire un véhicule tactique militaire en ne portant que des lunettes de vision nocturne pour voir. J'espère que c'est bien en mode drive. Le choix du type de lunettes de vision nocturne est crucial. Toutes les lunettes de vision nocturne abordables fonctionnent de la même manière. C'est un peu comme attacher une lampe frontale sur votre tête, sauf que la lumière qu'elles émettent est invisible car elle est dans le proche infrarouge. Une caméra capte cette lumière infrarouge et l'affiche à l'écran. C'est la version la plus simple et la moins chère de la vision nocturne, l'illumination active. Il existe en réalité 3 types différents de vision nocturne. La vision nocturne regroupe différentes technologies. Celles qui créent leur propre lumière, celles qui amplifient la lumière existante et celles qui capturent les infrarouges émis. Alors que les autres types de vision nocturne coûtent des milliers de dollars, nos illuminateurs actifs coûtent moins de 200 $. Ce n'est pas du 1 pour 1 car ils sont bien moins chers et plus faciles à fabriquer. L'illumination active est utilisée dans presque toutes les lunettes de vision nocturne commerciales ou les caméras de sécurité nocturne. J'ai essayé pour la première fois des lunettes de vision nocturne pour conduire dans l'obscurité totale. Je ne sais pas où se trouve la mise au point. Si tu pouvais voir ça, tu serais terrifié. Je regarde la route et j'ai réglé la mise au point sur le premier cône. Oh mon Dieu! C'est clairement déconseillé. Je ne sais pas à quelle vitesse on roule. Avec ces lunettes, tout semble très agrandi. Ça bouge dans tous les sens et pas en synchronisation avec quoi que ce soit. Ça bouge juste sans raison. Si on heurtait une voiture garée maintenant, je ne serais pas surpris. Oh mon Dieu. Ok, redresse. Tout droit. Tout droit? Oui, redresse. Ben porte des lunettes de vision nocturne militaire, donc lui, il peut vraiment voir où on va. Encore un peu à gauche, ouais, là c'est bon. Oh, si je n'avais pas eu quelqu'un pour me guider derrière, on se serait crashé plein de fois. Et en plus, je commence à avoir un peu la nausée. C'est un des gros inconvénients de l'illumination active. Il y a un décalage important entre ce que voit la caméra et ce qui s'affiche à l'écran. Pour la plupart des systèmes numériques, la vitesse maximale est celle de la fréquence d'image.
Donc si c'est 24 images par seconde, le délai minimum sera d'un 24e de seconde, plusieurs dizaines de millisecondes. Et c'est suffisant pour provoquer le mal des transports et désorienter les gens. Oh là là, tu veux me lancer un frisbee? Ne bouge surtout pas. Je ne vois absolument rien. Je pense que je vais devoir les enlever bientôt. L'image est complètement déformée et tout bouge dans tous les sens. Autre inconvénient de l'illumination active, votre portée est limitée à la distance que peut atteindre la lumière. Mais la raison principale pour laquelle l'armée ne les utilise pas est simple, elles ne sont pas passives. Elles émettent un faisceau lumineux infrarouge intense, donc les ennemis peuvent vous repérer facilement. En fait, les lunettes de vision nocturne militaire utilisent une technologie totalement différente, mais elles peuvent quand même voir dans le proche infrarouge. Et c'est pour ça qu'on a filmé à travers elles, pour capturer la lumière des illuminateurs actifs. Tu as déjà été dehors la nuit avec des lunettes de vision nocturne et repéré quelqu'un avec un dispositif à illumination active? Pas de commentaire là-dessus. Je comprends. Les lunettes militaires doivent rester discrètes, donc elles n'utilisent pas d'illumination active. Elles reposent uniquement sur le deuxième type de vision nocturne, l'intensification d'image. Bon, on essaye les bonnes lunettes maintenant. Oh la vache, c'est littéralement le jour et la nuit. Allez, on y va. Oh, il est parti avec tellement de confiance. Parce que je peux voir, oh mon Dieu, je vais droit vers le cône. Je vais passer à gauche de ce cône et je vais passer entre eux. Oh oui. Wow, c'est comme conduire en plein jour. Cette technologie utilise uniquement la lumière existante d'une scène. Quand les photons entrent dans des lunettes comme ces PVS-31A, ils sont physiquement amplifiés pour que beaucoup plus de photons ressortent de l'autre côté jusqu'à vos yeux. Et en termes de combien cela rend la lumière plus brillante, peux-tu commenter là-dessus? Oui, c'est clairement au moins de l'ordre de milliers. Des milliers de fois plus lumineux. Oui. Et elles sont très légères, donc on peut les porter plus de 10 heures d'affilée, alimentées par une seule pile AA. Conduire le véhicule maintenant était super facile, tellement facile que j'ai un peu trop pris confiance. Peut-être un peu plus lent dans le virage. Ok. Et comme les lunettes n'utilisent ni caméra ni écran, il n'y a presque aucun délai dans ce que vous voyez. Tu peux secouer les lunettes et le monde bouge avec toi. Le temps entre la lumière entrante et sortante est très court. On peut atteindre des niveaux de microsecondes, voire de nanosecondes. C'est comme s'il n'y avait pas de lunettes du tout. Non, je vois incroyablement bien. Comparons sans vision nocturne. Oh mon Dieu. Waouh, le monde a l'air tellement mieux à travers ces lunettes. C'est alors que nous avons découvert un avantage inattendu de la vision nocturne. Les étoiles sont phénoménales. À travers les lunettes, la lumière des étoiles est amplifiée suffisamment pour éclairer tout votre environnement. Cela signifie aussi que le ciel nocturne entier est révélé dans toute sa splendeur. Émilie, tu vas avoir l'esprit soufflé en regardant à travers celle-ci. Oh mon Dieu, tu peux voir tellement de satellites. Oh, et tu peux voir la Voie lactée si clairement. Ok, ouais, je peux conduire avec ça. Oh mon Dieu, ce passage est magnifique. Et tout semble comme si on conduisait dans la neige. Tout est scintillant et blanc, c'est trop cool. Franchement, je trouve ça très relaxant. Le seul problème que j'ai remarqué, c'est que ces lunettes de vision nocturne ont un champ de vision limité. Pas de vision périphérique? Aucune. Je pense que je peux, genre là maintenant, avec mes mains, aller jusque-là. Mais la marine a une paire de lunettes encore meilleure que celle qu'on utilise. Voici les GPNVG-18. Ils utilisent également l'intensification d'image, mais celle-ci est désormais appliquée à 4 caméras afin de remplir votre champ de vision. La façon dont cette optique combine les 4 tubes, elle les fusionne en une sorte d'ellipse dans ton œil, ce qui te permet de regarder de gauche à droite sans bouger la tête. Ce sont les lunettes de vision nocturne les plus chères au monde. Elles coûtent plus de 40 000 $ en ligne. Ce sont aussi les mêmes lunettes utilisées par l'équipe SEAL Team 6 lors du raid contre Oussama Ben Laden en 2011. C'est incroyable. Oui, je serais prêt à tout faire avec ces lunettes. Oui. Ça vous donne tellement plus de confiance de pouvoir voir.
La dernière chose qui rend ces lunettes militaires si naturelles, c'est leur résolution incroyable. Quand on caractérise une lunette de vision nocturne, on ne parle pas en pixels ou en résolution dans ce sens-là. On parle en paires de lignes par millimètre. Donc, combien de paires de lignes pouvez-vous distinguer dans un millimètre d'espace physique? Pour qu'une paire de lunettes de vision nocturne soit de qualité militaire, elle doit pouvoir distinguer au moins 64 paires de lignes par millimètre. Donc, c'est un processus presque qualitatif, mais très spécialisé et historique pour évaluer leur performance. C'est genre des années d'entraînement ou bien... Disons qu'en 6 mois, on peut mettre quelqu'un à niveau. Pour cela, je vais aller complètement vers le nord. Ok, il y a un panneau lumineux juste là. Il est écrit plus 2 d'un côté. C'est bien ça? Peut-être qu'il ne peut pas dire ce qu'il y a vraiment écrit. Ok, je ne dirai pas ce qu'il y a vraiment écrit. On est souvent tombé sur ce problème. Je ne peux vraiment pas répondre à ça. Aucun commentaire là-dessus. Je ne peux pas parler de ça. Donc, le processus de fabrication de la plaque à microcanaux et de la photocathode, oui, on ne peut pas en parler non plus. Beaucoup d'informations sur les lunettes de vision nocturne sont classées secrètes car elles sont encore à la pointe de la technologie. Cette vidéo est la limite absolue de ce que la marine est prête à révéler publiquement sur leur vision nocturne. Bien que nous ne soyons pas autorisés à montrer le test de barre exact, nous pouvons montrer ceci. Vous voyez des barres similaires à celles qu'on a vues en vision nocturne, ici, à travers les arbres. Et si on va peut-être dans ce coin-là, vous pouvez voir à différentes distances. Et plus l'optique est grande, plus on peut voir loin. Donc il faut des cibles de calibration de plus en plus éloignées pour comprendre la résolution et la qualité de ces images. On fait beaucoup de caractérisation en laboratoire et de modélisation pour prédire jusqu'où elles peuvent voir, mais le test final se fait sur le terrain. On utilise les paires de lignes par millimètre pour décrire la résolution des lunettes, car l'intensification d'image est analogique, pas numérique. C'est ce qui leur permet d'imiter aussi bien notre vision normale. Les caméras numériques ont des fréquences de rafraîchissement et des limites de résolution, car elles convertissent les photons en valeurs discrètes sur des pixels. Mais les intensificateurs d'image amplifient la lumière de manière continue, en temps réel et en correspondance 1 à 1. Voici comment ça fonctionne. Dans une scène sombre, la lumière limitée provenant des étoiles se réfléchit sur la scène et envoie des photons vers le tube d'intensification. L'objectif concentre ces photons sur le tube en formant une image inversée où il passe par 3 étapes. D'abord, le photon frappe une fine plaque appelée photocathode, faite de semi-conducteurs ou de métaux alcalins. Lorsqu'un photon touche cette plaque, un électron à cet endroit est excité et éjecté dans le vide. Ensuite, les électrons sont accélérés dans le tube à vide grâce à une tension. Ils se dirigent directement vers une autre plaque fine appelée la plaque à microcanaux. Celle-ci est faite d'un matériau isolant, souvent du verre, avec environ 6 millions de minuscules canaux. Ces canaux sont inclinés à environ 5 degrés pour forcer les électrons à heurter les parois. Quand ils les touchent, ils libèrent d'autres électrons du matériau qui heurtent à leur tour les parois, libérant encore plus d'électrons, une avalanche électronique. Donc quelques électrons entrent et des milliers en ressortent. Puis, cette avalanche d'électrons sort de chaque canal et est accélérée par une tension pour frapper un écran au phosphore. C'est un écran composé d'un matériau qui brille lorsqu'il est exposé aux radiations, donc il reconvertit l'énergie cinétique des électrons en photons visibles. Ainsi, chaque photon entrant dans le tube est multiplié des milliers de fois tout en gardant sa position, donnant une image plus lumineuse mais identique. Pour finir, 20 millions de fibres optiques attachées à l'écran au phosphore redressent l'image. La photocathode, la microplaque canalaire, l'espace à vide, l'écran au phosphore, tout cela est dans cette première section, environ la largeur de mon ongle. Le reste de l'espace est pour la torsion optique. Oh waouh! Pendant des décennies, l'écran au phosphore était toujours vert. Ce choix historique est la raison pour laquelle la vision nocturne classique dans les films ou jeux vidéo est toujours verte. Mais dans l'obscurité, l'œil humain ne voit pas mieux dans le vert. Votre rétine contient 2 types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont meilleurs pour la vision diurne, distinguent les couleurs et sont situés au centre de la rétine. Les bâtonnets sont meilleurs pour la vision nocturne, situés sur les bords de la rétine. C'est pourquoi vous voyez parfois une étoile faible du coin de l'œil, mais elle disparaît si vous la regardez directement.
La sensibilité des bâtonnets est maximale dans le bleu. C'est pourquoi nos PVS 31A ressemblent à ça. Elles ont été améliorées avec un phosphore blanc qui paraît légèrement bleuté, ce qui facilite la perception. Pour tester l'amplification lumineuse, on les a mises dans une pièce bien éclairée, recouverte complètement sauf un minuscule trou d'épingle. Cela laisse passer très peu de lumière, mais la vue à travers les lunettes reste plus lumineuse que la pièce. On ne pouvait pas exposer les lunettes à plus de lumière, non pas à cause de ce que montrent les films où une lumière vive les rend inutilisables. Donc, que se passerait-il si on allumait simplement la lumière, sans le capuchon? Tout deviendrait blanc. Elle fonctionnerait toujours, mais il ne faudrait pas faire ça trop longtemps. Il y a un limiteur de courant sur la quantité de charge absorbable par l'écran. Une lumière trop intense sature ce composant. Mais que se passe-t-il si nous poussons l'intensification d'image à sa limite opposée en utilisant les lunettes dans une pièce totalement dépourvue de lumière? Pour tester des lunettes de vision nocturne, il faut aller là où il fait totalement noir, sous terre, complètement isolé, sans photons. C'est totalement désorientant. Nous sommes dans un stand de tir souterrain de la base navale de Crane. Il est normalement utilisé pour tester des armes légères, mais on peut aussi le rendre complètement noir, sans quasiment aucune lumière visible. Donc il n'y a pratiquement aucune lumière ici, presque zéro photon. Dans le visible, oui. Nous allons maintenant éteindre toutes les lumières, le rendre totalement noir ici, et en plus le stand est rempli de fumée. Donc même avec les lunettes, on pourrait ne rien voir du tout. Si vous restez dans l'obscurité totale longtemps, que se passe-t-il? On commence à se sentir un peu étrange, comme dans une chambre anéchoïque où vous n'entendez rien. Ah oui. Le manque de perception sensorielle peut donner un peu de vertige ou une sensation de malaise à certaines personnes. D'accord. 3, 2, 1... Noir total. Ok, j'ai activé ma vision nocturne. Waouh, je ne vois absolument rien à travers. Avec les PVS 31A en obscurité totale, on ne voit presque que leur traitement analogique. Oh mon Dieu, on dirait une tempête de neige. Quand je regarde par là, je ne vois presque rien. Je ne vois que de la neige. Tout ce bruit vient des électrons qui sont attirés à travers les lunettes de deux manières. La première, c'est l'émission thermoionique. À cause de l'énergie thermique, certains électrons ont assez d'énergie pour s'échapper du métal. Et l'autre est due au champ électrique. Le champ électrique dans ce tube est si fort qu'il arrache certains électrons à la photocathode. Est-ce que tu arrives à distinguer mon visage? Car il y a un peu de lumière qui sort des lunettes et qui pourrait éclairer mon visage. Comme l'intensification d'image ne peut qu'amplifier la lumière existante, sa limite est qu'elle nécessite une source lumineuse. Elle peut être minime, mais il doit y avoir quelque chose. Si vous êtes dans l'obscurité totale, l'illumination active est une meilleure option. C'est avantageux car si vous êtes dans une pièce vraiment noire, vous devez quand même l'éclairer un peu. Sauf si vous utilisez le dernier type de vision nocturne, l'imagerie thermique. À l'œil nu, je ne distingue pas le panneau de sortie, mais avec les lunettes, je sais qu'il est là-haut. Alors que l'intensification d'image tente d'imiter la vision normale, l'imagerie thermique va au-delà. Dans le spectre électromagnétique, l'infrarouge a des longueurs d'onde plus longues que le visible. Toutes les longueurs d'onde plus courtes, jusqu'à l'infrarouge moyen, sont réflectives, c'est-à-dire que les objets ne les émettent pas d'eux-mêmes. Il faut une source lumineuse. Pour voir ma chemise, on ne peut pas être dans le noir. Il faut de la lumière visible pour que le bleu vous parvienne. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin des lumières infrarouges proches sur les dispositifs d'illumination active. Mais l'infrarouge lointain est émissif, donc il ne nécessite aucune source lumineuse. Tous les objets émettent des radiations électromagnétiques et leur spectre suit la loi de Planck. Seuls les objets extrêmement chauds, comme les étoiles, émettent beaucoup dans les courtes longueurs d'onde, comme le visible. Mais pratiquement tout émet dans l'infrarouge. L'imagerie thermique ne nécessite ni lumière externe comme les intensificateurs d'image, ni création de lumière comme les illuminateurs actifs. Elle est imbattable dans l'obscurité totale, comme dans le stand souterrain. C'est aussi le meilleur choix en cas de brouillard ou de fumée. Je vais maintenant marcher dans le brouillard ici, et on va voir si je disparais dans le spectre visible.
Ensuite, vous pourrez regarder pour voir si on peut me repérer avec les caméras infrarouges. Ouais, je ne te vois plus du tout maintenant. Derek fait son entraînement complet. Je ne pensais pas qu'on serait si émissif là-dedans. L'imagerie thermique voit aussi des choses invisibles à l'œil nu, comme des objets enterrés ou récemment touchés par une main. Son dernier avantage est sa portée imbattable, même supérieure aux lunettes de vision nocturne militaires. Nous avons fait un test à plusieurs centaines de mètres de la tour pour comparer les caméras infrarouges au PVS-31A. À l'œil nu, lors d'une nuit sans lune, voici à quoi ressemble quelqu'un tenant un briquet à cette distance. Voici ce que ça donne avec les lunettes de vision nocturne. Et voilà ce que montrent les caméras infrarouges. Pour aller encore plus loin et éliminer toute lumière directe, voici à quoi ressemble une personne qui consulte son téléphone dans ces conditions. Totalement invisible à l'œil nu, décelable avec les lunettes de vision nocturne et parfaitement clair avec les caméras infrarouges. Mais l'imagerie thermique a aussi ses faiblesses. C'est un système numérique avec un certain délai de mouvement comme l'illumination active. Les lunettes thermiques ne sont pas populaires car les caméras infrarouges de qualité sont trop grandes et énergivores pour être portables. Et comme elles ne détectent que le rayonnement thermique, elles ne peuvent même pas voir les lettres sur les panneaux, par exemple. Voici ce qu'on voit en infrarouge. FPTOZLPED. Tout ce qui est visible uniquement par réflexion de la lumière est invisible pour les caméras thermiques. EDFC, je ne sais pas ce que c'est, ZF ou ZP. Actuellement, il n'existe pas un type unique de vision nocturne parfait. Ils présentent tous des compromis entre résolution, latence, conditions lumineuses, discrétion et portabilité. Toute l'histoire de la vision nocturne a été motivée par la volonté de réduire ces compromis. La première technologie de vision nocturne, appelée Génération 0, a été développée pour les lunettes de sniper pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Elles utilisaient un éclairage infrarouge actif, un peu comme les lunettes de vision nocturne commerciale d'aujourd'hui. Puis la Génération 1 a été développée pour la guerre du Vietnam. Elles utilisaient des tubes intensificateurs d'images simples, avec seulement une photocathode et un écran, sans plaques à canaux multiples. Ils en ont empilé 3 d'affilée, ce qui les rendait extrêmement encombrants et déformés à travers lesquels regarder. Mais les lunettes obtenues étaient suffisamment sensibles pour fonctionner avec seulement la lumière de la Lune et des étoiles, d'où leur surnom de Starlight. La Génération 2, développée dans les années 60 et 70, a ajouté la plaque à canaux multiples, augmentant la sensibilité pour les utiliser dans des conditions sombres, comme les nuits nuageuses ou sans lune. Cette amélioration a aussi permis de réduire la taille des tubes, ouvrant la voie aux premières lunettes de vision nocturne portables. La dernière génération, la Génération 3, est apparue à la fin des années 80. Elle a remplacé le matériau de la photocathode par de l'arsénure de gallium, un semi-conducteur plus efficace pour convertir les photons en électrons. La plaque à canaux multiples a aussi été recouverte d'un film barrière d'ion, augmentant la durée de vie du tube de 3000 à 10 000 heures. Même s'il n'y a pas eu de nouvelle génération officielle depuis plus de 30 ans, les chercheurs continuent d'apporter des améliorations. Certains aspects de recherche fondamentale dont je peux parler portent sur l'extension du domaine infrarouge des détecteurs dans l'ensemble. On cherche à créer des dispositifs capables de voir plus loin dans l'infrarouge, avec moins de bruit que ce que nous avons aujourd'hui. Comment êtes-vous entré dans le domaine de la vision nocturne? J'étais dans l'infanterie des Marines au début des années 2000 et on utilisait encore un modèle similaire à celui-ci pendant l'opération Iraqi Freedom. C'est en fait l'un des éléments déclencheurs qui m'ont fait entrer dans ce domaine. On utilisait des appareils bons, mais pas excellents. Ils auraient pu être meilleurs. On utilisait aussi des systèmes infrarouges vraiment mauvais. Et en les utilisant sur le terrain, je me suis souvent demandé pourquoi ce n'est pas mieux. Et la vision nocturne a une valeur qui dépasse largement le cadre militaire. Dans quel type de situation les gens utiliseraient ces lunettes? Pour le sauvetage, ou dans des endroits sans électricité, trop sombres pour voir, quand il faut agir rapidement.
L'imagerie thermique est devenue une véritable industrie, avec des caméras infrarouges utilisées dans des domaines allant de la lutte contre les incendies aux inspections de bâtiments, en passant par l'imagerie médicale. Et la plaque à canaux multiples, d'abord développée pour la vision nocturne, est désormais embarquée sur des télescopes spatiaux, comme Chandra, nous aidant à découvrir un monde invisible à l'œil nu. Waouh, c'est magnifique. J'ai presque les larmes aux yeux. C'est bon, je vais bien. J'ai l'impression que personne ne peut me voir dans le noir, mais vous pouvez probablement si vous avez des lunettes de vision nocturne.